le nouveau mari de mon ex-femme m'a volé mes identifiants pour accéder à mes fichiers, mais je les avais déjà remplacés par de fausses données. Ça aurait ruiné sa carrière, et maintenant il tend mon piège au PDG pendant que j'attends au premier rang le moment précis où ces mensonges éclatent. Vous connaissez ce sentiment quand on est celui qui répare tout sans s'attribuer le mérite de rien? Oui, c'est ma vie depuis 10 ans. Je m'appelle Miles Corbin et j'ai 38 ans. Même si certains jours, j'ai l'impression d'en avoir presque 50 avec tous les problèmes que j'ai vécus. Je suis ce qu'on appelle un architecte de données principal dans un énorme cabinet de conseil en technologie appelé Omniva Solutions. Ça a l'air chic, non? Ne vous laissez pas tromper par le titre. Je suis en gros celui qu'on appelle quand leurs systèmes sont en feu et que personne d'autre ne sait comment éteindre les flammes. Depuis des années, je travaille dans l'ombre, à résoudre des catastrophes de données qui feraient pleurer des cadres expérimentés. Pendant que les autres s'amusaient à l'apéro ou jouaient au golf le week-end avec les SOIT, j'étais plongé dans des feuilles de calcul à minuit, à démêler du code qui semblait avoir été écrit par des Saint-Givre. Je n'étais pas le type aux présentations tape à accent grave l'œil ni à la maîtrise de PowerPoint. Je n'avais pas ce charme du « faire semblant jusqu'à ce que ça marche », qui semble donner des promotions ici. J'étais juste le type discret dans le bureau du coin, capable de décrypter le chaos quand tout le monde courait partout comme des poulets sans tête. Ma récompense pour tout ce dévouement, c'est d'être constamment écarté des postes de direction, de voir des gens médiocres gravir les échelons tandis que je restais coincé au même poste. C'est comme être le meilleur joueur d'une équipe perdante. On sait qu'on est bon, mais tout le monde semble s'en moquer. Je vois des gars avec la moitié de mon expérience et le quart de mes compétences être promus à des postes de direction, alors que je recevais toujours les mêmes commentaires. Miles, tu es incroyablement talentueux, mais il nous faut quelqu'un de plus présentable. Traduction, on a besoin de quelqu'un qui lèche les fesses mieux que toi, mais le vrai coup dur n'était pas professionnel. C'était personnel. Harper, ma femme depuis 7 ans, a décidé qu'elle en avait assez d'être mariée à un homme qui n'était pas assez ambitieux. C'étaient ses mots exacts lors de notre dernière dispute avant qu'elle ne demande le divorce. Assez ambitieux. Comme si réparer des catastrophes de données à des millions de dollars toutes les 2 semaines n'était pas ambitieux. Comme si être l'homme de référence lorsque des contrats à plusieurs milliards de dollars étaient en jeu n'était pas assez ambitieux pour elle. Elle voulait quelqu'un qui parle beaucoup. Quelqu'un qui fasse de grands gestes et de grandes promesses, même s'il ne pouvait pas tenir la moitié de ce qu'il prétendait. 6 mois après la finalisation de notre divorce, Harper a épousé Bren Aldan. Ce type est tout ce que je ne suis pas bruyant, charmant à la manière d'un vendeur de voitures visqueux et complètement plein de il se qualifie de gourou de la stratégie, ce qui est essentiellement du jargon d'entreprise car je ne fais rien en fait, mais je suis vraiment doué pour parler de faire des choses. Cet homme ne saurait pas lire un tableau croisé dynamique même si sa vie en dépendait, mais il pouvait vendre de la glace aux Esquimaux et les rendre reconnaissants de cette opportunité. Voici le véritable casse-tête qui me fait encore bouillir le sang. 3 mois après le mariage de Harper et Brent, devinez qui a décroché un poste de direction dans mon entreprise. Et oui, Brent Aldan, le nouveau mari de mon ex-femme, a débarqué chez OmniVault Solutions comme s'il était le maître des lieux. Et pas n'importe quel poste. Ils l'ont recruté pour diriger un projet phare que j'avais construit de toutes pièces, passant 2 ans de ma vie à développer l'architecture, les modèles de données, le cadre complet qui allait révolutionner notre gestion de l'analyse client. Je me souviens du jour où ils ont annoncé son embauche. J'étais assis à la réunion générale hebdomadaire, écoutant à moitié notre PDG, Cynthia Arledge, parler sans cesse de nouveaux arrivants prometteurs à la direction lorsqu'elle a présenté Brent comme notre nouveau directeur de l'innovation stratégique. L'ironie ne m'a pas échappé. Le projet qu'il avait été embauché pour diriger s'appelait littéralement Projet Atlas, et je l'avais baptisé ainsi car il était censé porter le poids de toute notre division d'architecture de données sur ses épaules. Voir Brent serrer la main de cadre qui connaissait à peine mon nom. Le voir esquisser ce sourire d'expert en parlant d'approche révolutionnaire de la synthèse de données. Des mots qu'il avait manifestement mémorisés dans un magazine économique m'ont donné envie de frapper quelque chose. Voilà un type qui ne savait probablement pas écrire correctement, algorithme, se voir confier les clés de l'œuvre de ma vie, tandis que j'étais assis là, invisible comme toujours. Un visage parmi d'autres dans la foule. Le pire, c'est qu'Harper était là, au premier rang, lors de l'annonce générale de l'entreprise, rayonnante de fierté comme si elle avait gagné à la loterie. Elle a attiré mon attention une fois pendant le petit discours de remerciement de Brent, et je jure que j'ai vu une lueur de suffisance dans son expression, comme si elle disait, « Voyez, voilà à quoi ressemble la véritable ambition. Voilà ce que vous ne pourrez jamais devenir. » Ce soir-là,
je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide, le même 2 pièces minables que je louais depuis le divorce, Harper ayant obtenu la maison à l'amiable. Je suis resté assis là, à boire des bières, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur. J'ai consulté les dossiers du projet Atlas, tout le travail que j'avais accompli, toutes les nuits blanches et les heures de week-end que j'avais investies pour construire quelque chose qui était censé tout changer. Et maintenant, il appartenait à un imposteur qui ne connaîtrait pas l'analyse de données réelles même si cela lui mordait le derrière impeccablement soigné. Mais tandis que j'étais assis là, à m'apitoyer sur mon sort, quelque chose a commencé à germer dans mon esprit. Une petite voix qui disait, peut-être, juste peut-être, qu'être invisible avait ses avantages. Peut-être qu'être celui à qui personne ne prêtait attention me permettait de faire des choses que personne ne verrait venir. Peut-être qu'il était temps de cesser d'être l'homme oublié et de commencer à être celui qui se souvient de tout. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé me coucher ce soir-là, avec un étrange sentiment au cœur. Pas de défaite, mais quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui me semblait dangereusement proche de l'espoir. La première fois que j'ai vu Brent se pavaner dans les bureaux d'Omniva, j'ai eu envie de rire. Il marchait comme s'il posait pour un magazine d'entreprise. Torse bombé, costume de créateur parfaitement taillé, cette démarche assurée et ridicule qui criait « Je suis important et vous devriez le savoir ». Tout chez lui était calculé pour un impact maximal. De son eau de colonne onctueuse qui le suivait comme un nuage à sa coiffure impeccable, probablement plus longue à coiffer que la routine matinale de la plupart des gens. Ce qui rendait la chose encore plus exaspérante, c'était la réaction de chacun. Soudain, les conversations s'arrêtaient au milieu d'une phrase à son passage. Les assistants administratifs, qui avaient à peine remarqué mon existence depuis des années, se bousculaient pratiquement pour attirer son attention. « Bonjour, monsieur Aldan. » Il gazouillait comme s'il était une sorte de célébrité qui les honorait de sa présence. Pendant ce temps, je pouvais croiser les mêmes personnes tous les jours pendant une décennie et obtenir peut-être un hochement de tête poli avec un peu de chance. Brent avait ce don de transformer chaque interaction en spectacle. Il s'appuyait contre les encadrements de porte pendant les réunions, faisait des gestes théâtraux lorsqu'il parlait et lançait des mots à la mode comme des confettis lors d'une fête du Nouvel An. Solution synergique, changement de paradigme, innovation disruptive. Ce type était un véritable générateur de clichés ambulants. Et le pire, c'est que les gens l'adoraient. Il hochait la tête sérieusement lorsqu'il parlait de capitaliser sur les compétences clés et d'optimiser les matrices de livrables. Même si la moitié du temps, je suis presque sûr qu'il ne faisait qu'assembler du jargon d'entreprise. La réalité était que Brent ne serait pas capable de lire un tableau croisé dynamique, même si sa vie en dépendait. Je l'avais observé lors de ses premières réunions d'équipe, plissant les yeux sur des feuilles de calcul comme si elles étaient écrites en hiéroglyphes anciens. Quand quelqu'un présentait des données concrètes, des chiffres réels, des analyses statistiques, des projections de tendance, son regard s'embrouillait en 30 secondes. Mais demandez-lui de parler de vision stratégique ou de positionnement sur le marché. Et soudain, il était l'homme le plus éloquent de la salle. On aurait dit qu'il avait ce don surnaturel de prendre des concepts techniques complexes et de les distiller en absurdités réconfortantes que les dirigeants adoraient entendre. Nous ne traitons pas que des données, disait-il avec ce sourire affirmatif. Nous révélons l'ADN du comportement des consommateurs. L'équipe d'ingénieurs échangeait des regards comme s'ils voulaient l'étrangler, tandis que le solide griffonnait des notes comme s'il venait de révéler les secrets de l'univers. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes, et par intéressant, je veux dire complètement. Environ 3 semaines après le début du mandat de Brent à la direction de l'innovation stratégique, j'ai commencé à remarquer des choses étranges concernant mon accès à l'ordinateur. Au début, c'était des petits détails, des fichiers qui semblaient avoir été ouverts alors que je savais que je les avais fermés, des dossiers qui semblaient avoir été légèrement réorganisés, ce genre de choses. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez chez vous et que quelque chose ne va pas, même si rien ne semble bizarre, mais que votre instinct vous dit que quelqu'un a trafiqué vos affaires? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Je suis sorti déjeuner. Rien d'extraordinaire, juste un sandwich à l'épicerie du coin et je l'ai mangé dans le petit parc en face de notre immeuble. C'était une de ces rares journées magnifiques où le temps était parfait et où j'avais vraiment envie de prendre l'air plutôt que de manger un autre déjeuner triste au bureau en fixant du code. Je suis resté absent environ 45 minutes maximum. De retour à mon bureau, mon ordinateur était toujours connecté, ce qui n'était pas inhabituel puisque je me déconnectais rarement pendant la journée. Mais quelque chose clochait. L'écran était exactement comme je l'avais laissé.
Mais une sensation tenace m'a poussé à vérifier mes fichiers récents. C'est là que je l'ai vu. De nombreux fichiers de mon répertoire Atlas de projet avaient été consultés pendant mon absence. Pas seulement ouverts, mais téléchargés, copiés, volés. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en fouillant plus profondément dans les verrous d'accès. Quelqu'un avait fouillé dans mes données les plus sensibles. Les algorithmes fondamentaux que j'avais mis des mois à perfectionner, les cadres d'analyse client qui constituaient l'épine dorsale de toute notre activité, et même certains modèles préliminaires sur lesquels je travaillais pour de futurs projets. Il ne s'agissait pas d'un clic accidentel ou d'une navigation occasionnelle. Il s'agissait d'un vol de données systématique et méthodique. Le plus choquant, c'était le professionnalisme du vol. Ceux qui ont commis ce vol savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Ils n'avaient pas perdu de temps sur des fichiers aléatoires ni été distraits par des dossiers inutiles. Ils étaient allés droit au but. Les ensembles de données de haute qualité qui représentaient des années de mon travail. Le genre d'informations confidentielles qui pouvaient faire ou défaire des contrats de plusieurs millions de dollars. Seule une poignée de personnes possédaient le mot de passe de mon compte professionnel. Et la plupart étaient des administrateurs informatiques qui avaient mieux à faire que de voler mes fichiers. Mais il y avait une personne qui y avait un accès légitime, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue pendant notre mariage, quelqu'un qui m'avait vu travailler tard dans la nuit sur ces projets précis. Harper, mon ex-femme, qui est maintenant mariée à l'homme qui avait été embauché pour diriger le projet auquel ces fichiers appartiennent. Les pièces du puzzle se sont mises en place comme des dominos. Brent arrive dans l'entreprise. Brent est nommé responsable du projet Atlas. Il a soudainement besoin d'accéder à des spécifications techniques détaillées qu'il n'a clairement pas les compétences nécessaires pour créer lui-même. Et comme par hasard, sa nouvelle épouse a un accès privilégié aux informations dont il a besoin. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement à contempler les journaux d'accès, ressentant un étrange mélange de rage et de lucidité. J'avais toujours su que Brent était un imposteur, mais maintenant j'avais la preuve qu'il était aussi un voleur. La question était, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? J'ai commencé par tout réinitialiser. Nouveau mot de passe, nouveau protocole de sécurité, dossier crypté pour tout ce qui est sensible. Ensuite, j'ai commencé à concevoir quelque chose que je n'avais jamais tenté auparavant. Le piège parfait. Si Brent voulait me voler mon travail, j'allais lui donner exactement ce qu'il méritait. Vous savez ce qu'on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid? Eh bien, j'étais sur le point de servir un menu de 5 plats qui reposait au congélateur depuis des mois. L'avantage d'être architecte de données, c'est que je comprends parfaitement comment l'information circule dans les systèmes, comment les gens prennent des décisions basées sur des chiffres et, surtout, comment faire mentir ces chiffres de manière convaincante. J'ai passé tout le week-end cloîtré chez moi, me nourrissant de boissons énergisantes et de restes de plats chinois à emporter, à créer ce que j'aime à considérer comme mon chef-d'œuvre de tromperie numérique. Dans un dossier caché au plus profond de mon répertoire de travail, intitulé « Project Atlas Final Deck », j'ai créé 6 fichiers qui feraient saliver Brent. À quiconque les consulte, ils ressemblent au saint graal de l'analyse de données, des graphiques soignés, des tableaux de bord sophistiqués, des projections complexes qui semblent prédire l'avenir de notre secteur. Le premier fichier était une analyse des stocks saisonniers qui paraissait absolument brillante en apparence. Je passais des heures à m'assurer que les visualisations étaient parfaites, des graphiques nets, des palettes de couleurs professionnelles, des modèles statistiques impressionnants. Mais voilà, chaque formule était délibérément, soigneusement et catastrophiquement erronée. J'ai inversé les tendances saisonnières pour qu'elles recommandent de stocker des manteaux d'hiver en juillet et des maillots de bain en décembre. L'algorithme suggérait que les habitants du Minnesota allaient soudainement développer un appétit insatiable pour les équipements de beach volley aux alentours de Noël. Le deuxième fichier portait sur l'analyse de la perte de clientèle. Et celui-ci était mon préféré. J'ai créé des modèles qui donnaient l'impression que nos clients les plus fidèles étaient sur le point de quitter le navire, tandis que nos pires clients étaient des poules aux œufs d'or qui n'attendaient qu'une chose, pondre des œufs à 1 million. Les données suggéraient que les couples de retraités septuagénaires étaient soudainement devenus la cible privilégiée des équipements de sports extrêmes, tandis que les étudiants semblaient totalement désintéressés des gadgets technologiques abordables. C'était tellement rétrograde que cela aurait été hilarant si cela n'avait pas failli ruiner une carrière. Ensuite, il y a eu les stratégies de prix. Oh là là, c'est là que j'ai vraiment laissé libre cours à ma créativité. J'ai conçu des modèles qui fixaient des prix si agressifs qu'ils ruineraient littéralement toute entreprise assez stupide pour les mettre en œuvre. On parle de vendre des licences de logiciels premium au prix d'un café tout en facturant le prix d'une voiture de luxe pour un stockage de données basiques.
Les marges bénéficiaires étaient si astronomiques que n'importe quel comptable digne de ce nom aurait décelé les problèmes en quelques minutes. Mais pour quelqu'un qui ne comprenait pas les chiffres, on aurait probablement cru découvrir un nouveau modèle économique révolutionnaire. Les indicateurs de satisfaction client étaient une autre œuvre d'art. D'après mes fausses données, les clients adorent être surfacturés et ignorés. Apparemment, plus on augmentait les prix et diminuait la qualité du service, plus ils étaient satisfaits. Les graphiques de corrélation montraient que la fidélité des clients augmentait de façon exponentielle à chaque plainte déposée. C'était comme prétendre que les gens appréciaient tellement les traitements de canal qu'ils paieraient un supplément pour des interventions plus longues et plus douloureuses. Mais c'est là que j'ai vraiment rusé. Chaque fichier comportait mes anciennes conventions de nommage et des signatures de métadonnées subtiles qui permettaient de remonter jusqu'à moi si quelqu'un prenait la peine d'y regarder de plus près. J'y ai intégré des horodatages, des numéros de version et même quelques-unes de mes bizarreries de codage personnel que toute analyse forensique détecterait immédiatement. Pour un observateur non averti, ces fichiers ressemblaient à un travail légitime. Pour quiconque savait quoi chercher, il criait « C'est Miles Corbin qui a créé ça ». Bien sûr, je n'étais pas complètement fou. Pendant que je concevais ces pièges numériques, j'ai également créé des versions épurées des analyses réelles et les ai stockées sur mon disque dur personnel crypté. Il s'agissait des projections réelles, basées sur une méthodologie rigoureuse, des ajustements saisonniers appropriés, des modèles de comportement client réalistes et des stratégies de tarification potentiellement applicables dans le monde réel. Chaque hypothèse était documentée, chaque calcul vérifié et chaque conclusion étayée par des données solides. C'était ma police d'assurance, la preuve que je savais exactement ce que je faisais et que les catastrophes qui suivraient n'étaient pas le résultat d'une incompétence. Le véritable génie du piège résidait dans les détails. Je me suis assuré que les faux fichiers ressemblaient exactement à ce que j'aurais créé 6 mois plus tôt, avec les mêmes styles de mise en forme, les mêmes présentations graphiques et les mêmes approches analytiques que celles que j'avais utilisées tout au long du développement du projet Atlas. Si quelqu'un volait ces fichiers et essayait de les faire passer pour son propre travail, il revendiquerait la propriété de quelque chose dont on pouvait clairement et indéniablement me retracer l'origine. J'ai même créé de faux brouillons de mai analysant ces analyses, avec des horodatages prouvant que j'avais travaillé sur ces recherches à des périodes où j'avais des raisons légitimes d'accéder aux données clients. La trace écrite était si convaincante que toute enquête aurait conclu que j'avais développé ces informations dans le cadre de mes fonctions habituelles, jusqu'au moment où il se rendait compte qu'elles étaient totalement inutiles. La touche finale consistait à stocker ces fichiers dans des emplacements faciles à trouver, mais pas trop visibles pour qu'ils ne soient pas perçus comme des appâts. Je les ai imbriqués dans des sous-répertoires qui semblaient contenir mes travaux les plus précieux, mélangés à suffisamment de fichiers légitimes pour que l'ensemble paraisse authentique. C'était comme cacher des pilules empoisonnées dans une confiserie. Tout semblait délicieux jusqu'à ce qu'on essaie de les utiliser. Dimanche soir, mon piège était tendu. 6 fichiers magnifiques, mortels et totalement frauduleux, n'attendant que le voleur idéal. Il ne me restait plus qu'à mordre à l'hameçon et à attendre que Brent morde à l'hameçon. Le lundi matin est arrivé avec cette sensation électrique qu'on ressent quand on sait qu'un événement majeur est sur le point de se produire. J'ai pris mon café noir habituel au café du hall et me suis installé à mon bureau, essayant d'avoir l'air le plus normal possible, le cœur battant la chamade. Le piège était tendu. Les dossiers étaient en place et il ne me restait plus qu'à attendre de voir si Brent serait assez stupide pour foncer tête baissée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 24 heures après avoir installé mon petit piège numérique, j'ai eu le spectacle que j'espérais. J'assistais à notre appel stratégique hebdomadaire d'équipe, une de ces visioconférences abrutissantes où chacun fait semblant de se soucier des projections trimestrielles tout en consultant secrètement ses emails. Notre PDG, Cynthia Arledge, était en train de parler sans cesse des indicateurs de pénétration du marché lorsque Brent s'est soudain redressé comme un chien qui entend un ouvre-boîte. En fait, Cynthia, je travaille sur des idées révolutionnaires que tout le monde devrait connaître. Il a annoncé cela avec ce sourire caractéristique qui m'a donné envie de frapper quelque chose. Ce type avait cette façon de s'immiscer dans les conversations qui me rappelait ces gens odieux qui coupent la file chez Starbucks et font comme s'ils étaient là depuis le début. Avant que quiconque puisse répondre, Brent partageait l'écran d'un de mes faux tableaux de bord. Ma fausse analyse des stocks saisonniers occupait tous les écrans, avec tous ces magnifiques graphiques complètement erronés que j'avais passé des heures à perfectionner. Le regarder présenter mon travail délibérément saboté, c'était comme voir quelqu'un se jeter d'une falaise avec assurance en se vantant de son excellent sens de l'orientation. Ces projections révèlent des tendances contre-saisonnières fascinantes, a poursuivi Brent en désignant l'écran comme s'il révélait les mystères de l'univers.
Nous constatons une demande sans précédent d'équipements de beach volley pendant les mois d'hiver, en particulier dans les marchés du Nord comme le Minnesota et le Wisconsin. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Raon Tajer, notre directeur des opérations, plissait les yeux sur son écran avec une expression confuse, comme s'il essayait de résoudre un problème mathématique particulièrement difficile. Mais Brent a continué, complètement inconscient de la folie de sa présentation. Les données indiquent clairement que les retraités stimulent l'adoption des sports extrêmes, a-t-il déclaré en cliquant sur un autre de mes graphiques de sabotage. Nous observons des personnes de plus de 70 ans manifestant un enthousiasme remarquable pour le matériel de saut à l'élastique et d'escalade. Ce qui était magnifique dans la personnalité de Brent, c'était son assurance si débordante qu'elle faisait douter les autres de leur bon sens. J'ai regardé Cynthia hocher la tête pensivement, pensant probablement manquer une brillante idée stratégique plutôt que de reconnaître qu'elle écoutait. C'est incroyable comme une présentation PowerPoint sophistiquée et une voix assurée peuvent faire ignorer même les signaux d'alarme évidents. Tout au long de la présentation, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais assis là, hochant la tête en silence, prenant de temps en temps de fausses notes, faisant de mon mieux pour imiter quelqu'un qui s'intéresse sincèrement aux analyses innovantes de ses collègues. Pendant ce temps, j'exécutais un script Python en arrière-plan qui suivait chaque action de Brent sur ses fichiers lorsqu'il y accédait. Le temps qu'il a passé à examiner chaque section, les modifications qu'il a apportées. Le meilleur moment est arrivé lorsque Brent a commencé à s'attribuer le mérite du travail. Sans subtilité non plus. Il s'est pleinement approprié le projet. Après une analyse approfondie des modèles de données, il a déclaré « J'ai identifié des opportunités remarquables qui, je le crois, révolutionneront notre approche de la gestion saisonnière des stocks. » Il n'a même pas cherché à me remercier, ni à remercier quiconque aurait pu contribuer à la recherche. Il a renommé les fichiers sur le champ, pendant la présentation, et les a enregistrés dans un dossier intitulé « Documents clients finaux de BH ». La piste de métadonnées que je collectais devenait de plus en plus belle à chaque clic, chaque sauvegarde, chaque fois qu'il copiait du texte de mes fichiers originaux dans ses propres documents. J'avais tout enregistré avec des horodatages à faire pleurer de joie un expert comptable judiciaire. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de le voir supprimer toutes les métadonnées originales de mes fichiers et les remplacer par sa propre signature numérique. C'était comme regarder quelqu'un effacer soigneusement le nom de l'artiste d'un tableau, puis signer son propre nom dans un coin. Son arrogance était époustouflante, mais c'était aussi exactement ce dont j'avais besoin. Après la fin de l'appel, je suis resté assis quelques minutes à digérer ce qui s'était passé. Brent avait mordu à l'hameçon avec tant d'enthousiasme que cela semblait presque trop facile. Mais je me suis souvenu de tous ces mois d'invisibilité. De toutes ces fois où il s'était pavané devant mon bureau comme si je n'existais pas. De toutes ces conversations où il avait nié mon expertise réelle tout en bâtissant sa réputation sur du travail volé. Cet après-midi-là, j'ai renforcé mon dispositif de surveillance. J'ai créé des scripts de suivi supplémentaires qui suivraient ces fichiers où qu'ils aillent. Si Brent les transmettait à des clients, les téléchargeait sur des disques partagés ou les présentait lors d'autres réunions, je le saurais en quelques minutes. J'ai également commencé à tout documenter dans un dossier chiffré séparé, créant une chronologie indiquant précisément quand les fichiers avaient été consultés, modifiés et distribués. À la fin de la semaine, j'avais suffisamment de preuves numériques pour prouver le vol, la fraude et la faute professionnelle. Mais je n'étais pas encore prêt à passer à l'action. Je voulais voir jusqu'où Brent irait, quelle ampleur prendrait le mensonge avant de finalement s'effondrer sous son propre poids. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu la confiance de Brent grandir comme un cancer. Il était surexcité par ce qu'il pensait être sa brillante analyse stratégique, se pavanant dans le bureau avec encore plus d'assurance que d'habitude. C'était comme regarder quelqu'un se saouler tout seul. Et honnêtement, c'était à la fois fascinant et terrifiant de voir jusqu'où il était prêt à pousser ce mensonge. Le premier signe que la situation s'envenimait est apparu lors de notre réunion mensuelle avec les clients. Brent avait apparemment vendu ma fausse analyse à différents chefs de service, créant ce qu'il appelait un consensus autour de ses idées. Révolutionnaire. À sa façon d'en parler, on aurait dit qu'il avait découvert le feu ou inventé la roue. Chaque conversation que j'entendais était émaillée de phrases comme mes recherches révolutionnaires et le changement de paradigme que j'avais identifié dans les comportements des consommateurs. Ce qui me faisait vraiment bouillir, c'était de l'entendre expliquer des concepts que je rendais délibérément absurdes. De le voir transformer des bêtises en quelque chose qui paraissait presque plausible. Quand on se demandait pourquoi les retraités se mettaient soudainement à acheter des équipements de sports extrêmes, Brent se lançait dans des théories élaborées sur le vieillissement actif et la révolution des baby-boomers en quête d'aventure.
Il pouvait prendre un tas de pour chien et le faire passer pour de l'engrais de qualité supérieure. Mais le véritable moment de vérité est arrivé lorsque Cynthia a annoncé que nous avions décroché une opportunité de présentation avec Vidian Outfitté, une importante entreprise d'équipement de plein air qui représentait potentiellement notre plus gros contrat à ce jour. Il s'agissait d'un contrat de 25 millions de dollars qui pourrait assurer la pérennité de notre entreprise pour les 5 prochaines années. Et devinez qui s'est porté volontaire pour mener la présentation grâce à son analyse de marché innovante? Je n'oublierai jamais la suffisance dans la voix de Brent lorsqu'il l'a annoncé lors de notre réunion d'équipe de jeudi. Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Vidian, a-t-il déclaré, comme s'il était une sorte de diplomate d'entreprise négociant des traités internationaux. Ils sont extrêmement intéressés par les inversions de tendances saisonnières et les évolutions démographiques que j'ai identifiées. Cela pourrait être la révolution qui transformera la façon dont l'ensemble du secteur du plein air envisage la gestion des stocks. Le plus effrayant, c'est que les gens y croyaient vraiment. J'observais des professionnels chevronnés, des gens qui travaillaient dans ce secteur depuis des décennies, acquiescer tandis que Brent décrivait des conditions de marché qui auraient été risibles pour quiconque aurait passé 5 minutes à étudier les tendances du commerce de détail. Mais son assurance était si absolue, ses talents de présentateur si raffinés qu'il faisait passer la fantaisie pour la réalité. J'ai commencé à surveiller de plus près chaque email envoyé par Brent, chaque document qu'il partageait, chaque présentation qu'il programmait, je suivais tout cela. Mes scripts Python fonctionnaient à plein régime, créant des journaux détaillés qui montraient exactement comment mes données toxiques se propageaient à travers les canaux de communication de l'entreprise. C'était comme regarder un virus se répliquer, et j'étais le seul à savoir à quel point l'infection allait être mortelle. Le plus tordu, c'est que Brent avait programmé la présentation Vidian pour une réunion plénière du conseil d'administration. Pas seulement un pitch informel à quelques cadres intermédiaires, mais une présentation formelle à leur PDG, à leur conseil d'administration et à toute leur équipe de direction. Ce n'était pas une petite gêne à passer sous silence. C'était un désastre d'entreprise dont certaines des personnalités les plus influentes du secteur de la vente au détail de produits de plein air auraient été témoins. Pendant toute cette période, je recevais sans cesse des SMS d'Harper qui me donnaient envie de balancer mon téléphone contre le mur. Apparemment, elle avait entendu parler du succès de Brent au travail et ressentait le besoin de me faire part de ses réflexions. « Tu devrais être fier », m'a-t-elle écrit un soir. Brent transforme ton ancien projet en quelque chose d'énorme. Peut-être que tu peux apprendre quelque chose sur le véritable leadership en l'observant. L'ironie était si flagrante. Mon ex-femme félicitait son nouveau mari pour m'avoir volé mon travail tout en me critiquant pour mon manque d'ambition. Elle ignorait totalement que l'immense succès qu'elle célébrait reposait entièrement sur des données de sabotage qui allaient exploser de la manière la plus spectaculaire qui soit. Je n'ai pas répondu à ces messages, en partie parce que je savais que tout ce que je dirais me ferait paraître amer et pathétique, mais surtout parce que je gardais mon énergie pour l'événement principal. Chaque jour qui passait, chaque courriel que Brent envoyait pour promouvoir ses idées révolutionnaires, chaque réunion où il présentait mon analyse bidon comme vérité absolue, tout cela ne faisait qu'ajouter des preuves au dossier que je montais. Le plus beau dans le fait de laisser cette situation se développer naturellement, c'est que Brent creusait sa propre tombe plus profondément à chaque pelletée de terre. Le temps que je révèle la vérité, il ne pourrait plus prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'une erreur de bonne foi. Les traces écrites devenaient si volumineuses, si clairement documentées que toute enquête révélerait un schéma de vol et de fraude délibéré qui durait depuis des semaines. À l'approche de la date de la présentation de Vidian, je me suis presque senti désolé pour cet homme. Presque. Puis je me suis souvenu comment il avait volé mon travail, comment il avait rejeté mes contributions, comment il avait épousé mon ex-femme et utilisé son accès pour me voler. La sympathie s'est rapidement évaporée après cela. Vendredi après-midi est arrivé comme le calme avant l'ouragan. Tout le bureau était animé d'une énergie étrange. Vous connaissez ce sentiment quand tout le monde sait qu'un événement important est en train de se produire, mais que personne ne veut semer la poisse en parlant trop. La présentation de Vidian était prévue pour lundi matin à 9h précise, et Brent s'était pavané toute la semaine comme s'il s'apprêtait à prononcer l'équivalent professionnel du discours de Gettysburg. J'étais assis à mon bureau, faisant semblant de travailler sur une maintenance de base de données de routine tout en finalisant ce que j'aime à considérer comme ma police d'assurance. Le dossier que j'avais constitué le mois précédent était désormais une merveille. Une chronologie complète montrant chaque vol de Brent, avec journaux d'accès, horodatage, enregistrement de modifications de fichiers et même des captures d'écran de ses présentations contenant mes données de sabotage. Vers 15h, Brent s'est approché de mon bureau avec ce sourire carnassier qu'il réservait habituellement aux cadres pour impressionner.
On aurait dit qu'il venait de gagner au loto et qu'il hésitait à choisir quel yacht acheter en premier. Il s'appuya contre mon mur de cabine avec cette confiance décontractée qui a fait ramper ma peau comme si nous étions de vieux copains partageant des histoires de guerre au lieu d'être un voleur parlant à sa victime. Grand jour à venir, Miles, a-t-il dit, ajustant sa cravate en soie comme s'il posait pour une couverture de magazine. Je sais que vous serez au premier rang lundi matin en regardant la présentation qui va tout changer pour cette entreprise. Les balles sur ce gars étaient absolument incroyables. Ici, il se vantait essentiellement de voler mon travail tout en se tenant juste devant moi, agissant comme si je devais être reconnaissant de voir son moment de triomphe. C'était comme un voleur de banque appelant le directeur de la banque pour les remercier d'avoir rendu le braquage si pratique. Je ne le manquerai pas pour le monde, j'ai répondu, en gardant ma voix aussi neutre que possible. À l'intérieur, je vibrais pratiquement avec anticipation, mais je me suis bien fait pour cacher mes émotions au cours des dernières semaines. Des années d'invisible dans les réunions d'entreprise m'avaient appris à garder un visage de poker quand cela comptait vraiment. Le sourire de Brent c'est encore plus large si c'était possible. Ne rendez pas les choses gênantes. Vous savez, je sais que ce projet a commencé dans votre département, mais parfois les meilleures idées ont besoin de la bonne personne pour les donner vie. C'est ainsi que fonctionnent les entreprises. La bonne personne pour les ramener à la vie. Jésus-Christ, l'audace était à couper le souffle. C'était comme quelqu'un qui volait votre voiture, puis vous a fait des cours sur la façon dont ils sont un meilleur conducteur. Quoi qu'il en soit, j'ai hoché la tête et lui ai fait un sourire que j'espérais avoir l'air favorable plutôt qu'homicide. Et heureusement, il s'est éloigné pour aller déranger quelqu'un d'autre avec sa célébration prévueuse. Ce week-end, je suis devenu un homme en mission. Samedi matin, je me suis rendu à mon bureau de FedEx local et j'ai passé 3 heures à créer le package de preuves le plus complet que j'ai jamais assemblé. J'ai imprimé chaque journal d'accès, à chaque horodatage. Chaque élément de preuve médico-légale numérique qui a prouvé le vol de Brent. La pile de papier était suffisamment épaisse pour s'utiliser comme des portes-s'arrêtent, et chaque page racontait la même histoire. Fraude systématique, délibérée et indéniable. Mais la pièce maîtresse de mon package de preuves était une copie liée de mon analyse réelle, les données réelles du projet Atlas sur lesquelles je travaillais depuis 2 ans. Pendant que Brent se préparait à présenter une fiction complète au conseil d'administration de Vidian, j'avais la vérité assise juste là en noir et blanc. Les réelles tendances saisonnières, l'analyse démographique légitime, les stratégies de tarification qui avaient réellement du sens. Tout ce que les données volées de Brent ne l'étaient pas. Le contraste allait être dévastateur. Quiconque a vu les 2 versions côte à côte comprendrait immédiatement non seulement que Brent avait volé mon travail, mais qu'il avait volé la mauvaise version et était sur le point de s'humilier à une échelle qui allait devenir une légende de l'entreprise. Dimanche soir, j'ai supprimé une autre police d'assurance dont j'espérais que je n'aurais pas besoin, mais je ne prenais aucune chance. J'ai rédigé un email détaillé à mon avocat, un gars du nom de Steve Patterson, qui avait géré mon divorce et en avait vu suffisamment mes compétences de documentation pour savoir que je n'étais pas du genre à faire des accusations sauvages sans preuves solides. L'email contenait des copies de tous mes témoignages, un calendrier des événements et des instructions pour ouvrir une enquête officielle si quelque chose m'arrivait ou mon statut d'emploi dans les semaines à venir. C'était paranoïaque, mais j'avais appris à ne pas sous-estimer ce que les gens désespérés pouvaient faire lorsque leur carrière était en jeu. Si Brent ou Harper ou quelqu'un d'autre essayait de riposter une fois que la vérité est sortie, je voulais m'assurer qu'il y avait une piste papier qui me protégerait. La réponse automatisée de Steve a confirmé que l'email avait été reçu et archivé, me donnant une couche de sécurité supplémentaire. Lundi matin venait, que j'étais prêt ou non. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti plus préparé à quoi que ce soit de toute ma vie. J'avais les preuves. J'ai eu la véritable analyse. Et surtout, j'avais des sièges au premier rang pour regarder une fraude finalement obtenir ce qui lui allait. La seule question qui reste était de savoir si Brent réaliserait à quel point il s'était bousculé avant ou après avoir commencé à présenter mes données de poison à l'un des plus grands clients de l'histoire de notre entreprise. Lundi matin, 9h sharp. J'étais éveillé depuis 17h30, non pas parce que je mets une alarme, mais parce que mon cerveau a refusé de me laisser dormir au-delà du point où je pouvais prétendre que cela ne se produisait pas vraiment. J'ai attrapé le café le plus fort que le Hobby Café avait à offrir, un triple tir qui avait un goût de détermination liquide, et je me suis rendu à la salle de conférence, notre plus grande salle de conférence qui ne s'est généralement utilisée que pour les réunions des clients les plus importantes. La chambre bourdonnait déjà d'énergie nerveuse quand je suis entré. L'équipe de direction d'Omniva était là. Cynthia Arledge qui a l'air nette et professionnelle dans son costume.
Raon Tager examinant les notes sur sa tablette. Et environ 6 autres cadres avec lesquels j'ai rarement interagi, mais qui contrôlaient collectivement l'avenir de notre entreprise. Ils s'étaient arrangés le long de la table massive de conférences en chaîne comme s'ils se préparaient à des négociations de traités. Mais le vrai spectacle était de l'autre côté de la table. 12 personnes de Vidian outfitées, toutes habillées dans ce style décontracté cher qui crie « Nous avons de l'argent sérieux et nous n'avons pas peur de le dépenser ». Leur PDG, Donna Moral, s'est assis en plein centre. Une femme dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et le genre d'yeux tranchants qui ont suggéré qu'elle avait mangé des cadres moins élevés pour le petit déjeuner. Les membres du conseil d'administration, les vice-présidents et les conseillers stratégiques représentaient collectivement l'une des plus grandes opportunités que notre entreprise ait jamais représentées. Je m'étais positionné dans la première rangée des sièges d'observateurs, assez près pour voir chaque expression faciale, mais assez loin pour éviter d'être entraîné dans la conversation. Mon lecteur de secours était dans mon sac d'ordinateur portable. Mon dossier de preuve était prêt à partir, et mon cœur battait si fort que je craignais que les gens de l'entendre. Brent est entré dans la pièce comme s'il marchait sur une scène du Madison Square Garden. Le designer a parfaitement pressé, coiffure comme s'il venait de sortir d'un magazine masculin, se portant avec le genre de confiance qui vous a donné envie de l'applaudir. Ou de le frapper au visage. Il a serré la main avec tout le monde de Vidian, travaillant dans la salle comme un politicien lors d'un rassemblement de campagne. Merci à tous pour cette incroyable opportunité, a commencé Brent, sa voix portant cette cadence pratiquée de quelqu'un qui avait répété ce moment dans le miroir. Ce que je suis sur le point de partager avec vous représente une percée fondamentale dans la compréhension des modèles de comportement des consommateurs saisonniers. Les premières diapositives semblaient impressionnantes. J'ai dû lui donner du crédit pour cela. Mes graphiques de sabotage étaient magnifiquement formatés. Les schémas de couleurs étaient professionnels. Et si vous ne comprenez pas vraiment ce que les chiffres signifiaient, vous pourriez penser que vous envisagez une analyse du marché de pointe. Brent a cliqué sur l'aperçu initial avec la confiance en douceur d'un homme qui pensait qu'il était sur le point de changer l'industrie du commerce de détail en plein air pour toujours. Comme vous pouvez le voir dans notre analyse complète des données, il a continué à faire un geste vers un tableau qui a montré que les ventes de manteaux hivernales culminaient en juillet. Les hypothèses saisonnières traditionnelles sont complètement perturbées par l'évolution des préférences des consommateurs. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la première fissure de la façade. Mark Sheffield, co de Vidian, plissait sur sa copie des documents de présentation avec l'expression de quelqu'un essayant de résoudre un puzzle particulièrement déroutant. Il se pencha pour chuchoter quelque chose à Donna, qui jeta un coup d'œil à l'écran puis de retour à ses papiers avec ce qui ressemblait à une préoccupation croissante. Mais Brent se réchauffait. Il a cliqué sur ma fausse analyse démographique, celle qui a suggéré que les retraités de 70 ans conduisaient la demande d'équipements sportifs extrêmes. Les données montrent clairement que les données démographiques matures représentent notre segment de marché à la croissance la plus rapide pour les équipements d'aventure élevés, a-t-il annoncé avec une conviction absolue. Je suis désolé, a interrompu le docteur Patricia Vance, le responsable des études de marché de Vidian. Mais suggérez-vous que les personnes âgées achètent soudainement du matériel d'escalade? Non seulement l'acheter, Brent a répondu sans manquer un battement, mais aussi a entraîné une croissance sans précédent dans les catégories que nous associons auparavant à des consommateurs beaucoup plus jeunes. Les chiffres ne mentent pas. La chambre commençait à se sentir différente maintenant. Ses expressions polies et attentives se déplaçaient dans quelque chose de plus sceptique. J'ai regardé plusieurs dirigeants de Vidian commencer à comparer des notes, pointant des sections spécifiques de la présentation et secouant légèrement la tête. Puis est venu le moment qui a fait que mon mois de planification en valait la peine. Brent a cliqué sur sa diapositive de stratégie de tarification, celle où j'avais recommandé de vendre des équipements premium à des prix qui feraient faillite toute entreprise suffisamment stupide pour les mettre en œuvre. Notre analyse indique des marges bénéficiaires optimales de 4 cents% sur les stocks de base, a annoncé fièrement Brent. Avec des articles premium générant des rendements allant jusqu'à 800%. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dina Moral posa son stylo et regarda directement Brent avec l'expression de quelqu'un qui venait de lui dire que la gravité était facultative. 800% de marge, demanda-t-elle lentement. Vous suggérez que nous vendons une tente de camping de $50 pour $400. L'étude de marché soutient le positionnement premium, a répondu Brent. Bien que j'ai remarqué que sa confiance commençait à vaciller légèrement. Quelle étude de marché, demanda Sheffield. Le trafic piétonnier de Boston baisse de 60% après septembre.
Pourquoi projetez-vous des augmentations de vente de maillots de bain au 4e trimestre? Le sourire de Brent commençait à avoir l'air tendu. Je crois aux hypothèses conventionnelles remettant en question. Non, Donald l'a coupé, sa voix assez vive pour couper du verre. Ce n'est pas des hypothèses difficiles. Ce sont des ordures complètes. Le silence dans cette salle de réunion était suffisamment épais pour s'étouffer. Donald Moral regardait Brent comme s'il venait de lui dire que l'eau coule en montée. Et je pouvais pratiquement voir le contrat de 25 millions de dollars s'évaporer en temps réel. Le visage de Brent était passé de présentateur confiant à chair dans les phares plus rapidement que je n'aurais vu quiconque s'écraser et brûler dans une entreprise. Mais alors quelque chose de beau s'est produit. La focalisation au laser de Donald est passée de Brent à Cynthia, et sa voix portait le genre d'autorité qui a rendu tout le monde dans la pièce. C'est l'analyse que votre équipe offre? Demanda-t-elle, levant le matériel de présentation comme s'ils étaient des preuves contaminées. Parce que si cela représente la qualité de la pensée stratégique chez Omniva Solutions, nous devons réexaminer sérieusement ce partenariat. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. J'ai regardé le visage de Cynthia passer par plusieurs expressions différentes en succession rapide. Confusion, embarras, puis cette marque particulière de rage exécutive qui vient lorsque quelqu'un a simplement un accord majeur devant toute l'équipe de direction. Les yeux de Cynthia ont balayé la pièce, à la recherche de quelqu'un pour expliquer ce que l'enfer venait de se passer, et c'est là que son regard a atterri sur moi. Miles, dit-elle, et je pouvais entendre le désespoir sous son ton professionnel. Avez-vous été impliqué dans cette analyse? C'était ça. Au moment où je planifiais depuis des semaines, le scénario exact que j'espérais jouerait. Je me suis levé lentement, me sentant comme je montais sur une scène où j'attendais toute ma carrière pour jouer. Mon entraînement de secours était lourd dans ma main alors que je marchais vers l'avant de la pièce. Oui, dis-je, en m'assurant que ma voix passait dans tous les coins de la salle de conférence d'une manière différente de ce qui a été présenté. Je pouvais sentir la panique de Brent rayonnant de l'autre côté de la pièce comme la chaleur d'un feu. Mais je me suis concentré sur Donald et l'équipe Vidian. C'étaient des gens qui s'occupaient des nombres réels, des conditions réelles du marché, des décisions commerciales réelles. Ils méritaient mieux que la fiction qu'ils venaient d'être nourris. Avec votre permission, j'ai continué, en regardant directement Donald. Je voudrais vous montrer l'analyse réelle. Le signe de tête qu'elle m'a donné était net et immédiat. Veuillez faire. Je me suis rendu à la configuration de la présentation, j'ai débranché l'ordinateur portable de Brent avec ce que j'espérais ressembler à une efficacité professionnelle plutôt qu'à une pure satisfaction, et j'ai connecté mon lecteur de sauvegarde. Un échange de câbles et le monde fantastique de Brent ont disparu de l'écran comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce qui a remplacé était 2 ans du travail de ma vie, des données réelles, des projections honnêtes, des analyses qui avaient réellement du sens dans le contexte de la façon dont les êtres humains se comportent réellement. La première diapositive seule a montré la différence dramatique entre ce qu'ils venaient de voir et à quoi ressemblaient réellement des études de marché compétentes. Permettez-moi de vous montrer ce que les chiffres nous disent vraiment. J'ai commencé à cliquer sur mon analyse saisonnière. Les projections de croissance du 4e trimestre pour l'équipement extérieur sur les marchés du Nord devraient être d'environ 6%, et non les 47% qui venaient d'être présentés. J'ai regardé les dirigeants de Vidian se pencher en avant, leurs expressions passant de sceptiques à engagés. Ce sont des gens qui comprenaient les cycles de vente au détail, qui savaient que promettre une croissance hivernale massive pour les produits estivaux était soit une incompétence ou une fraude. Votre groupe démographique de base, ai-je poursuivi, en cliquant sur mon analyse des clients réels, reste la génération Y de 25 à 40 ans, en particulier celle avec des revenus ménagers entre 60 et 90 000 $, et non des retraités à la recherche d'équipements sportifs extrêmes. Slide by slide, j'ai reconstruit leur confiance dans la façon dont l'analyse du marché devrait réellement ressembler. Je leur ai montré des recommandations de stock réalistes, un engrenage par temps froid augmentant pour le 4e trimestre, les articles estivaux éliminant par des prix stratégiques, les ajustements saisonniers qui avaient du sens pour les entreprises qui voulaient réellement rester en affaires. L'analyse de désabonnement indique 84% de taux de rétention parmi vos clients premium. J'ai expliqué avec les scores de satisfaction les plus élevés en corrélation avec une qualité de produit cohérente et un service client fiable, pas les scénarios de crise fictive que vous veniez de montrer. La meilleure partie a été de voir comment l'énergie des chambres a changé pendant que je présentais de vraies données. L'équipe Vidian a recommencé à reprendre des notes, posant des questions intelligentes sur la méthodologie et les sources de données. Ce n'étaient pas les expressions confuses et frustrées qu'ils avaient portées lors de la présentation de Brent.
C'étaient des professionnels reconnaissant le travail compétent quand ils l'ont vu. Mais je n'avais pas encore fini. La dernière pièce de ma présentation était la trace de documentation, les captures d'écran montrant l'accès non autorisé à mes fichiers, les horodatages prouvant quand les données avaient été volées et l'analyse des métadonnées qui le rendait clairement clair d'où venaient les travaux originaux. Cette analyse représente 18 mois de développement, ai-je dit, en cliquant sur les preuves. Les fichiers qui venaient de vous présenter ont été accessibles sans autorisation de mes répertoires sécurisés, téléchargés et modifiés avant d'être présentés comme une œuvre originale. Le silence qui a suivi était différent de la confusion antérieure. C'était le silence des personnes qui traitent les implications de ce qu'ils venaient d'apprendre. Qu'ils avaient presque signé un contrat majeur basé sur des données de sabotage volées présentées par quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Donna a regardé les preuves à l'écran, puis à Brent, puis à moi. Lorsqu'elle a parlé, sa voix portait le poids de quelqu'un qui prendrait une décision qui remodèlerait toute la réunion. Pouvez-vous gérer ce projet? Elle m'a demandé directement. La question est suspendue dans les airs pendant environ 3 secondes avant de répondre avec plus de confiance que je ne le pensais depuis des années. Oui, avec ma propre équipe, pas comme une sauvegarde. Son sourire a été la première véritable expression que j'avais vue de quiconque aviant toute la matinée. Vous l'avez. Au moment où Donna a dit « Vous l'avez ». J'ai regardé entier le monde de Brent imploser en temps réel. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Tout d'abord, la fondation a craqué. Ensuite, les murs ont commencé à se blottir, et enfin, toute la structure s'est écrasée dans une démonstration spectaculaire de poussière et de débris. Le visage de Brent a connu environ 6 expressions différentes en 10 secondes. La première confusion est venue, comme s'il ne pouvait pas vraiment traiter ce qui venait de se passer. Ensuite, la reconnaissance en lui faisant apparaître que sa présentation volée avait été complètement remplacée par la vraie chose. Cela a été suivi de la panique alors qu'il réalisa que tout le monde dans la pièce comprenait maintenant exactement quel genre de fraude il était. Mais ce qui est venu ensuite, c'est pur désespoir, et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment laides. Attendez, 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 balbutia Brent, sautant pratiquement de sa chaise comme la pièce était en feu. Il me crampe. Il s'agit d'une configuration. Ces fichiers ont été corrompus. Les données ont été compromises. Miles a saboté ce projet depuis le début parce qu'il est jaloux de mon rôle de leadership. Dans leur allée, l'expression de Cynthia aurait pu figurer de la lave. Confrontation, aucune explication longue, juste une simple déclaration de fait livrée avec le type de finalité qui n'a laissé aucune place pour l'argument ou l'appel. Mais Brent ne descendait pas sans se battre. Vous ne pouvez pas faire ça, protestait, sa voix devenant plus haut et plus frénétique. J'ai un contrat. J'ai des droits. Il s'agit clairement d'un complot entre Miles et son ex-femme pour détruire ma réputation. Harper m'a parlé de son comportement vindicatif lors de leur divorce. C'est alors que Donna Morale s'est levée de son siège et toute la pièce se tait. Lorsque le PDG d'un client de 25 millions de dollars décide de parler, tout le monde ferme et écoute. Monsieur Aldan, a-t-elle dit, sont-on portant le type d'autorité qui vient de la gestion d'une entreprise prospère pendant 15 ans. Je suis dans cette entreprise depuis assez longtemps pour reconnaître la compétence quand je le vois. Ce que vous avez présenté aujourd'hui n'était pas simplement faux. C'était dangereusement incompétent. Si nous avions mis en œuvre ces recommandations, ils auraient mis notre entreprise en faillite dans les 2 trimestres. Elle a fait un geste vers l'écran où ma véritable analyse était encore affichée. Le travail de Monsieur Corbin, en revanche, démontre le type d'analyse professionnelle approfondie que nous attendons de nos partenaires stratégiques. Le contraste entre les 2 présentations montre très clairement qui comprend réellement cette industrie. Brent a essayé un. Plus désespéré. Les droits de propriété intellectuelle pour ce projet m'appartiennent. Miles travaillait sous ma direction. Ce sont des œuvres dérivées basées sur mon cadre stratégique d'origine. Arrêtez. La voix de Cynthia a traversé son comme un couteau à travers le beurre. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Vos cartes d'accès ont été désactivées. Vos comptes d'entreprise ont été suspendus et les RH seront en contact concernant le processus de résiliation officielle. En quelques minutes, 2 agents de sécurité sont apparus à la porte de la salle de conférence. J'avais vu ces gars autour du bâtiment pendant des années. Type professionnel et non décis qui avaient clairement traité ce type de situation auparavant. Ils ont flanqué Brent comme s'il était un risque de vol, ce qu'il était honnêtement. Alors qu'il l'escortait vers la sortie, Brent a fait une dernière tentative de contrôle des dégâts.
Ce n'est pas fini, rappela-t-il vers la pièce. Mes avocats entendront parler de cette fraude d'entreprise, complot, résiliation injustifiée. Vous entendrez tous de mon équipe juridique. Les menaces vides d'un homme désespéré. Mais je dois admettre, ils ont envoyé un peu de refroidissement dans ma colonne vertébrale. Pas parce que je m'inquiète pour ces avocats. J'ai eu suffisamment de documentation pour l'enterrer dans toute procédure légale, mais parce que cela m'a rappelé que les animaux en coin faisaient souvent des choses imprévisibles. Après le Brent, l'atmosphère dans la salle de planche a complètement changé. Posez des questions sur la méthodologie et la mise en œuvre de la mise en œuvre. Votre intégrité organisationnelle. Cet après-midi, Cynthia m'a officiellement promu au directeur de l'analyse stratégique. Le bureau du coin qui est venu avec le poste avait une vue sur le son et suffisamment d'espace pour l'équipe que je rêvais de construire. Sarah de la visualisation des données, Devon de la modélisation statistique et 3 autres analystes qui avaient été négligés comme moi. Ils allaient tous faire partie de quelque chose de plus grand maintenant. Vers 16 heures, mon téléphone a bourdonné un texte de Harper. « Que as-tu fait ?» Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri quand j'ai vu son nom sur mon écran. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais savourer le moment un peu plus longtemps. Quand j'ai finalement répondu, je suis resté simple. Je n'ai jamais répondu. L'homme invisible était finalement visible, et c'était mieux que je ne l'avais jamais imaginé. 3 jours après la flamme spectaculaire de Brent dans la salle de conférence, ma vie s'était installée dans un rythme que je n'avais jamais connu auparavant. Le rythme d'être réellement respecté. Mon nouveau bureau d'angle se sentait toujours surréaliste à chaque fois que j'y suis entré. Fenêtre du sol au plafond surplombant le son, assez d'espace pour une table de conférence appropriée et une porte que je pouvais fermer quand je devais réfléchir. Après des années de travail dans une cabine exiguë où chaque conversation était le domaine public, avoir l'intimité ressemblait à un luxe que je n'ai jamais connu que je voulais. Le projet Vidian allait de l'avant mieux que je n'ai osé espérer. Sarah avait déjà commencé à construire les cadres de visualisation qui transformeraient mes données en présentations qui avaient du sens. Devons exécuter des modèles statistiques qui révélaient des modèles que j'avais soupçonnés mais n'avais jamais eu les ressources à prouver. Pour la première fois de ma carrière, je travaillais avec des gens qui comprenaient ce que j'essayais d'accomplir et j'avais les compétences pour m'aider à y arriver. C'est à ce moment que le courrier électronique de Brent est arrivé. La ligne d'objet était simple. Nous devons parler. L'expéditeur était un compte Gmail personnel que je ne reconnaissais pas, mais le nom du champ a clairement indiqué qui tenait la main. J'ai regardé l'aperçu du message pendant environ 30 secondes avant de le supprimer sans l'ouvrir. Ma réponse était encore plus simple que sa ligne d'objet. Non, un mot, 3 lettres. L'email le plus satisfaisant que j'ai jamais envoyé dans ma vie professionnelle. Mais Brent n'était pas du genre à prendre non pour une réponse. Cela était devenu limpide au cours des derniers mois. 2 jours plus tard, un autre email est apparu dans ma boîte de réception. Celui-ci avait une ligne d'objet plus longue, des ramifications légales de fausses accusations. J'ai également supprimé celui-là, sans se soucier de lire tout ce qu'il avait désespéré qu'il avait écrit dans le corps. Le 3e email est venu une semaine plus tard. Je ne l'ai même jamais ouvert. Le simple fait de voir son nom dans ma boîte de réception était suffisant pour me rappeler tout ce que j'avais dépassé, et je n'étais pas intéressé à le laisser me ramener dans cet espace de tête. Supprimer. Bloquer l'expéditeur. Passons à autre chose. Pendant ce temps, le projet Vidian dépassait toutes les attentes que nous étions fixées. Les vrais modèles de données que j'ai développés prouvaient leur valeur d'une manière qui semblait presque trop belle pour être vraie. Nous avons lancé le programme pilote 2 semaines avant la date prévue, et les premiers résultats montraient exactement le type de croissance stable et durable que les entreprises intelligentes veulent réellement. Pas les projections de bâtons de hockey fantastiques qui impressionnent les gens dans les salles de conférence, mais s'effondrent dans le monde réel. 6 mois plus tard, je me tenais sur une scène de la National Retail Analytics Conference, acceptant un prix pour la modélisation innovante des données. Le papier je publié sur la base du projet Vidian avait été sélectionné comme contribution la plus importante de l'année à l'optimisation des stocks saisonniers. En regardant un public de professionnels de l'industrie qui ont réellement compris et apprécié le travail ressemblait à la justification que j'attendais toute ma carrière pour vivre. Au cours de la séance de questions-réponses après ma présentation, Donna Moral s'est levée dans le public. Monsieur Corbin, a-t-elle dit, votre analyse a non seulement atteint nos objectifs de revenus, mais les a dépassés de 18%. Pouvez-vous parler de la façon dont votre approche diffère de la modélisation saisonnière traditionnelle? Alors que je répondais à sa question,
expliquant la méthodologie qui m'avait pris 2 ans à perfectionner, j'ai aperçu mon reflet dans les moniteurs secondaires. Le gars qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Les enquêtes avec les entreprises que je rêvais de travailler avaient été exposées comme vol et fraude. Mais ces pensées n'ont jamais duré longtemps. Était trop occupé à construire quelque chose de réel pour perdre du temps à penser aux personnes qui ont traité dans la fantaisie. L'homme invisible était parti. Et à sa place, il y avait quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas toujours même. Parfois, c'est juste mieux que vous ne l'avez jamais cru. Et chaque fois que quelqu'un essaie de me voler à nouveau, il ferait mieux d'espérer que je suis toujours prêt à leur construire un faux fichier au lieu d'un véritable procès. Parce que maintenant je suis moi au volant et je prévois d'y rester.